Donc, merci de me donner la parole. Je me présente rapidement. Donc, Nicolas Cantoreggi de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Je suis actif depuis une quinzaine d'années dans le champ des EIS, dans le pilotage ou l'exécution en Suisse, pour partie en France. Et on m'a sollicité aujourd'hui pour une présentation de l'outil. Benjamin, j'ai apporté quelques modifications au PowerPoint que je vous enverrai, puisque ici elle a rebondi sur les interventions de la matinée aussi. Et en fonction du temps, j'ai rajouté aussi quelques slides sur une deuxième étude de cas, mais je tiendrai les temps. Alors, le plan de la présentation, j'ai un rappel conceptuel que je ne vais pas faire puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, notamment l'intervention sur l'urbanisme favorable à la santé. Dans un deuxième temps, je vais m'intéresser à l'évaluation d'impact sur la santé. Je vais vous présenter quelques éléments caractéristiques fondamentales de l'outil pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Un bref aperçu de l'état de la pratique. J'ouvrirai une petite parenthèse de mise en comparaison de l'UFS et de l'EIS comme démarche complémentaire. Ça a été dit ce matin, mais il est utile de le montrer, surtout dans le cadre de cette journée où je pense que l'idée, c'est aussi de montrer comme ces différents outils mobilisés dans le cadre théorique montré ce matin par le Quentin de Rennes sont en réalité effectivement complémentaires et pas en concurrence l'un avec l'autre. Et puis, je terminerai sur une étude de cas qui a un projet de transport, donc le contournement autoroutier de Strasbourg, auquel j'ai participé au sein d'un pool d'expertise avec des collègues de l'EHESP. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces éléments-là, on les a vus ce matin, juste pour dire que l'EIS, fondamentalement, évidemment, partage le même socle conceptuel que l'urbanisme favorable à la santé. Son émergence est un peu légèrement plus précoce, mais même pas. Donc, elle est plus tardive en réalité comme concept, mais l'idée naît un peu dans les mêmes ancêtres et au même moment. Un élément, par contre, sur lequel je voudrais m'attarder un peu, c'est ce slide, qui est une slide assez datée, mais qui, je pense, nous donne une information qui reste valable et une slide qui met en perspective le poids que ces fameuses catégories de déterminants de la santé, ici découpées en 4 catégories comme le modèle de la Londe vu ce matin, le poids que donné à la fois par la recherche d'un côté et par la population de l'autre à ces différents domaines en tant que déterminants de la longévité. Et il est assez intéressant de relever, bon, c'était des slides d'une enquête réalisée il y a 20 ans, les lignes ont probablement bougé, mais c'est vrai que si on a un certain nombre de dimensions qui semblent appréhender un peu de la même manière, entre, on va dire, la recherche et la population, il y en a d'autres qui sont probablement, restent appréhendées de manière bien différente, hein, notamment le poids in fine relativement limité dans nos contextes des services de santé sur la longévité versus une appréhension de la population qui donnerait bien davantage de poids et à contrario un poids très important des facteurs socio-économiques qui peut-être sont un peu sous-estimés au niveau de la population. Donc même si les lignes ont bougé, je pense que ces rapports dans les ordres de grandeur demeurent, et ce qui explique l'intérêt, l'importance de l'outil sur le fait de pouvoir travailler sur toute une série de déterminants qui, a priori, ne sont pas nécessairement considérés comme étant prioritaires, on va dire, dans l'impression commune, mais qui le sont au sens de la recherche. Bien, l'EIS, l'idée est posée en 1996 par un praticien anglais, Alex Scott Samuel, dans un article fondateur, et la définition standard usitée, c'est celle qui a été posée par le consensus de Göteborg, la conférence de l'OMS, en 1999, donc, qui le définit comme une combinaison de procédures, méthodes et outils donc, pour juger les effets positifs et négatifs d'une politique, d'un programme ou d'un projet sur la santé. Et donc, définition qui a été complétée par l'Association internationale des études d'impact et évidemment qui doit donc amener une suite, la définition de mesures appropriées pour gérer ces effets. Un autre élément qui est important, c'est que l'EIS nécessite toujours l'existence d'un projet de décision, pour en définir en termes généraux comme ça, un projet, un programme, une politique, une planification. Donc, c'est cette idée qu'on ne travaille pas per se sur l'idée
simplement d'améliorer l'état de santé des populations, en l'occurrence dans le domaine de l'urbanisme, mais on travaille à partir d'une décision, de quelque chose, d'une base qu'on va évaluer. Hein, et qu'on va l'évaluer d'une manière prospective. Hein. Donc, ça, c'est une deuxième caractéristique qui est importante. Il s'agit d'évaluation prospective, hein, donc qui essaye d'anticiper avec plusieurs finalités, évidemment, servir d'aide à la décision, hein, sans remplacer la décision, mais aider la prise de décision. Et puis, un certain nombre d'autres caractéristiques qui sont importantes. C'est cette idée du partage d'informations avec les décideurs, les planificateurs. C'est aussi l'idée d'avoir une meilleure transparence dans les processus décisionnels et l'idée qui a été aussi reprise dans la thématique de l'urbanisme à la santé, de lutter contre les inégalités en matière de santé. Donc, on utilise l'évaluation prospective et tous ces éléments se nourrissent aussi évidemment d'une démarche qui repose sur un certain nombre de valeurs qui ne sont pas des mots un peu valises, mais qui ont une réelle importance dans la démarche. Hein. C'est l'idée qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir une dimension participative dans le cadre de ces évaluations. Il y a cette notion d'équité, prise en compte des inégalités, une préoccupation aussi du court, du moyen et du long terme hein, par rapport à cette idée de durabilité et une idée sur la manière dont on utilise les données hein, de manière rigoureuse, basée sur des disciplines et méthodes scientifiques robustes, hein, donc une utilisation éthique des données, hein, pour in fine des rapports qui, a priori, hein, si les choses sont bien faites, dans le domaine public, sont accessibles et documentables pour tout le monde. Un élément important est une clarification méthodologique, en particulier en relation au contexte français, puisque le mot de l'utilisation de l'abréviation EIS a pu faire l'objet à un certain moment d'une certaine confusion. Hein. Donc, un bref rappel ici d'une brève note que mon collègue Jean Simos a publiée dans Environnement, risque et santé. Hein. En France, ça existait dans les années 2000 l'étude d'impact sanitaire hein, qui renvoyait fondamentalement à ce qui était l'évaluation quantitative du risque sanitaire. J'ai repris la brochure de l'INPES qui introduit aux EIS hein, et qui finalement répond à cette question hein, qui est l'attribution, le fait d'attribuer un nombre de cas de décès, de maladies dans le cas d'une évaluation, d'une exposition. Hein. Donc ça, c'est une évaluation qui existe et qui ne doit pas être confondue avec l'EIS, y compris parce que le mot étude d'impact. Hein. Par la suite, l'autre confusion est venue par le fait que ce terme d'évaluation d'impact sur la santé a parfois été remplacé par étude d'impact sur la santé. Donc, évidemment, ce qui a constitué un facteur de confusion, hein, en attirant un parallèle avec les études d'impact sur l'environnement. C'est une précision importante et je tiens toujours à souligner le fait d'utiliser le mot propre puisque on n'est pas face au même outil d'évaluation. Le périmètre n'est pas le même. Et même si, comme on le verra, l'évaluation quantitative du risque sanitaire peut faire partie de la panoplie d'outils mobilisés lorsqu'on réalise une EIS, donc une évaluation d'impact sur la santé. Ici, en petit schéma, le sens de la démarche. Hein. C'est une démarche standard qui s'applique à un projet qui existe et qui part d'une étape où, en l'occurrence, on sélectionne si on souhaite ou pas réaliser une EIS, parfois appelée aussi analyse préliminaire, lorsque ce projet, on est sollicité par rapport à un projet pour la réaliser. Une étape qui définit un peu le périmètre de l'étude, avant de rentrer dans la phase d'évaluation proprement parlée, la production d'un rapport qui doit amener à une prise de décision et, dans la mesure du possible, et là c'est certainement un des points sensibles de la démarche, la possibilité de réaliser un suivi et une post-évaluation de ce qui a été proposé, recommandé en amont. Donc, il s'agit d'une démarche standard telle qui est conforme à la pratique internationale. Et qui donc a une double origine. Elle tire une partie de son origine de toute la mouvance de la promotion de la santé. C'est ce que Quentin nous a montré ce matin, cet enracinement du concept de santé dans la définition de l'OMS et bien sûr dans tous les travaux de la Charte d'Ottawa, mais d'un point de vue méthodologique, pour celles et ceux qui connaissent, cette diapositive vous en donne l'illustration. On a ce parallèle évident avec les démarches d'évaluation environnementale, en l'occurrence l'évaluation environnementale stratégique. Le phasage est tout à fait similaire.
Et donc, il y a cette matrice, on va dire, de méthode qui est la même et qui n'est pas sans intérêt quand on réfléchit à l'opportunité d'intégrer une analyse centrée, par exemple, dans de l'évaluation environnementale. C'est une méthode qui se prête à une mise en œuvre qui peut s'adapter au contexte particulier. J'ai repris ici, je l'appelle desktop, mais j'ai repris le terme de flash évoqué ce matin. On est un peu dans cet esprit-là. Hein, et si on va de gauche à droite dans ce tableau, hein, on va d'une évaluation, on va dire, un peu plus légère en termes de temps alloué, des ressources disponibles, de type de données à collecter ou pas, en l'occurrence dans le premier cas de figure, et de coût, évidemment, à une évaluation plus conséquente qui mobilise davantage de ressources et de personnes. Et donc, ça, c'est une des grandes, je dirais, qualités de l'outil, c'est sa capacité à pouvoir être adapté au contexte de mise en œuvre. C'est une pratique qui est en plein essor, hein, née, donc, on l'a vu à peu près à la fin des années 90, avec une forte poussée dans certaines régions du monde parce qu'il y a eu une impulsion particulière, c'est le cas des États-Unis, une impulsion très forte initiale au Royaume-Uni, mais qui a essaimé un peu partout, et qui, en France, a émergé, on va dire, à partir de 2008. Hein, il y a eu une étude pilote de Rennes, hein, qui était et qui est toujours un membre très actif du réseau Vie Santé de l'OMS. Hein. La thématique des EIS est au cœur de l'une des phases du programme de vie santé, la phase 4, et on va dire, dans la continuité de cette phase-là, il y a une expérimentation qui s'est mise en place à Rennes, et la pratique ensuite a pris son essor à partir des années 2010, de manière un peu concomitante avec l'UFS, hein, avec une convergence qui, on l'a vu ce matin, on en a parlé de manière assez croisée, qui probablement se fait aujourd'hui. On a un échantillon d'environ 60 exemples aujourd'hui de YES réalisés en France, peut-être plus. On ne dispose pas d'un répertoire national qui répertorie tout. Et il y a aussi une problématique de standards de qualité, sans vouloir jeter la pierre à certaines YES, mais qui font que voilà, il est difficile d'établir un répertoire très précis. Mais on est dans l'ordre de données de grandeur de quelques dizaines. Hein. Donc, on l'a dit, un fort essor au niveau local. Hein. En France, c'est essentiellement une mise en œuvre locale. Elle a été mentionnée dans différents plans régionaux de santé et environnement. On en a parlé ce matin. Il y a une forte impulsion aussi des ARS, de certaines ARS. Ce matin, on en a parlé pour l'ARS qui vous concerne de manière plus spécifique, mais dès 2016, certaines ARS ont expérimenté avec des communes et des intercommunalités la mise en œuvre de l'outil. Et le plan national santé et environnement, dans sa troisième version, a spécifiquement saisi le Haut Conseil pour la santé publique en 2018 pour produire une réflexion sur l'intégration de la santé dans la planification territoriale. Et dans ce contexte-là, ont été explorés différents documents de planification, SCOT, PLU, PDU, et parmi les outils qui ont été étudiés comme potentiels contributeurs à l'intégration de la santé dans les documents de planification, on retrouve le IS, on retrouve par ailleurs aussi l'évaluation environnementale et l'approche environnementale de l'urbanisme. Donc, grossièrement, on a un terreau qui est aujourd'hui plutôt favorable en France pour la pratique. On l'a dit, une primauté des aménagements urbains et du local. J'ai tiré ici quelques petites statistiques des travaux des collègues. Le thème des aménagements urbains est absolument prédominant lorsqu'on répertorie ce qui a été produit en France. Hein, c'est une écrasante majorité. Et ce n'est pas une situation qui est spécifique à la France. Hein. J'ai pris le temps de faire une petite statistique pour les États-Unis et on est dans une configuration qui est tout à fait similaire. Hein. C'est le tableau est découpé en deux parties, mais on a un tiers des EIS consacrés à l'aménagement du territoire, 134 logements, au transport, excusez-moi. Donc, on est bien presque à la moitié qui sont réellement consacrés au terme de l'aménagement. Et dans notre petite Suisse, on a ici un petit répertoire très modeste de ce qui a été fait, mais on a aussi un poids assez important de ce champ. Hein. Donc, l'aménagement du territoire, l'urbanisme. On a vu donc qu'on a face à deux démarches, l'urbanisme favorable à la santé, IUS, qui sont assez proches.
des collègues de l'HESP de Rennes ont essayé d'un peu de mettre en parallèle les deux démarches pour voir qu'est-ce qui les réunissait, en quoi ils se différenciaient. J'aurais pris un peu ce tableau. L'élément fort qui probablement émerge comme grand élément de différenciation, bon, le premier élément, c'est que c'est la dimension peut-être travail sur un projet bien défini avec des propositions bien définies qui caractérisent les IS face à une UFS qui construit probablement à partir de l'idée, de la décision de faire jusqu'à la clôture d'un projet. Et donc, évidemment, les implications ne sont pas les mêmes. Dans le cas de l'IS, souvent, on mesure, on quantifie un changement prévu dans l'état de santé par rapport à un moment de référence au moment de la mise en œuvre d'un projet donné. Et la dimension forte, c'est évidemment une dimension de temporalité, vraisemblablement, même si l'option desktop ou flash qu'on a évoquée est courte, mais voilà, on reste sur semaines, une année maximum, probablement qu'un processus UFS s'étire bien au-delà. Il y a aussi cette idée qu'on a une structuration internationale très forte pour l'EIS lié au consensus de Göteborg, donc avec un potentiel de comparabilité qui est fort. Ce cadrage international, on ne l'a pas nécessairement pour l'UFS, mais on a des outils très performants. Et donc, in fine, même si on a des outils spécifiques, on en verra certains, les deux démarches peuvent certainement être complémentaires et s'alimenter l'une avec l'autre. Je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi cet intérêt si fort pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Il y a probablement d'autres raisons que celles réunies sur cette slide, mais il me semblait que, bon, premier élément, il y avait une diversité de domaines d'intervention concernés par l'aménagement du territoire qui recouvrait amplement les différents champs des déterminants de la santé. C'est un peu représenté ici par ce schéma que j'ai tiré d'une publication anglaise sur l'introduction de la santé dans la planification territoriale, donc avec à gauche un peu les thèmes santé, les finalités, un peu de ce qu'on recherche en termes de santé, et à droite les déterminants de la santé, qu'on peut les parcourir, recouvrent très amplement tout ce qu'un projet d'aménagement, quelle que soit sa nature, de l'opération à l'élément de planification, peut recouvrir. Donc il y a certainement cette affinité-là. Il y a l'effet d'entraînement mutuel avec l'UFS, qui dans cette idée de convergence. Puis il y a peut-être un certain nombre d'aspects techniques qui favorisent l'intérêt pour l'outil, pour l'application d'aménagement du territoire. L'approche par scénario, par exemple, qui est utilisée par exemple, au niveau de certains SCOT, cadre avec cette analyse de l'évolution différenciée des états de santé. Donc, on a un état X, qu'est-ce qui va se passer à l'état Y, Z, selon, par exemple, les différents scénarios d'un SCOT. Donc, ce sont des démarches qui peuvent être bien combinées. Il en est de même lorsqu'il est question d'intégrer de manière un peu plus conséquente la dimension santé dans le cadre d'une évaluation environnementale. Et donc, cette idée de la similitude méthodologique probablement favorise cela. L'outil, mais bon, ce n'est pas exclusif de l'EIS, favorise certainement des dialogues intersectoriels avec d'autres politiques publiques et il répond très pragmatiquement aussi à une demande des acteurs locaux, en tout cas dans les expériences que je connais, une demande forte pour appliquer cet outil, mais ça pourrait être la même chose pour l'UFS. Voilà un peu pour un peu mise en perspective. Je vais reprendre quelques minutes pour illustrer un étude de cas. Qui est l'évaluation d'impact sur la santé que nous avons réalisée avec les collègues de Rennes sur le contournement ouest de Strasbourg. Donc le projet, en bref, il est résumé ici. C'est une très vieille histoire d'une autoroute qui doit contourner Strasbourg sur 24 km. On en parle depuis 20 ans. Elle est aujourd'hui ouverte, mais avec une problématique d'autoroute de traversée de Strasbourg qui n'est pas réglée. Et donc, un des enjeux, c'était l'éventuelle réqualification en quelque chose dont à l'époque, on ne savait pas. Et je crois, j'ai fait une petite vérification, à ce jour, on ne sait toujours pas comment serait éventuellement réaménagé. Il y avait l'idée, effectivement, d'aller sur une piste d'un boulevard urbain, c'est-à-dire pouvoir réellement enlever du trafic de cet axe-là. Et puis, il y avait des problématiques sur la zone de passage de l'autoroute liées à des problématiques de remembrement agricole, comment ça allait impacter l'accès aux services, etc., les comportements des riverains par rapport en matière de santé. Et donc, les élus de l'Eurométropole, de la ville de Strasbourg, ont souhaité lancer une IS avec un dispositif de gouvernance assez clair, qui est assez usuel en la matière, avec un comité de pilotage plutôt des décideurs pour les orientations et un comité technique qui devait épauler l'équipe évaluatrice de l'EIS. C'est important parce que j'y reviendrai à la fin.
Une méthodologie standard, c'est une IRS de type complète, hein, 13 mois, et ce tableau vous présente simplement un peu la diversité des méthodes qui ont été utilisées, hein, pour vous montrer qu'on fait du quantitatif, on peut faire du qualitatif, on peut mobiliser une grande diversité de solutions pour étudier un projet comme celui-ci avec un certain nombre d'outils qui lui sont spécifiques. Et je vais juste rapidement vous montrer quelques étapes de ce projet, quelques résultats. La base de départ, c'était une analyse préalable du projet, finalement, qui, sans rentrer dans le détail, mettait en évidence que l'étude d'impact environnemental soulevait des questions. En elle-même, elle avait été critiquée quant à sa qualité, quant à son caractère incomplet. Cela a donné lieu à un remaniement, mais avec une dimension santé qui restait globalement limitée en termes de prise en compte. Donc, il y avait là clairement une plus-value qui justifiait l'exécution de l'EIS. Il y avait aussi une enquête publique très intéressante où le thème santé émergeait de manière très importante. C'est une enquête qui a été alimentée par les avis massifs des anti-autoroutes, mais qui plus tard a vu aussi mobilisation des personnes favorables à l'autoroute. Vous imaginez les profils des personnes, mais les avis sont assez contrastés, vous pouvez imaginer, on est plutôt sur des démarches citoyennes, citoyens attentifs à des dimensions écologiques versus, je caricature, hein, on a des entrepreneurs pointant plutôt l'intérêt économique de la démarche. Je vous présente ici simplement ce qu'est le cadrage dans une OIS. Hein. On a à gauche un projet qu'on décompose et ensuite, hein, on le met en musique en disant quels sont les effets directs et indirects, quels sont les effets sur ces fameux déterminants de la santé qui sont ensuite susceptibles de produire des effets. Le schéma en soi, il est illisible. C'était juste pour vous montrer quand même un peu la mécanique de fonctionnement autour d'une évaluation de ce type-là. Sur ce schéma-là, hein, on a autour de ça, on a opéré une sélection de périmètre d'études, hein, qui était finalement très vaste, avec un certain nombre de critères qui ont guidé le choix des communes par rapport à leur situation géographique, par rapport à l'axe autoroutier, un certain nombre de profils par rapport à la typologie de la VUS, donc commune urbaine, connectée, intermédiaire, périurbaine, pour identifier un peu les territoires sur lesquels on allait déployer le dispositif. Et les déterminants à investiguer de manière plus particulière ont été retenus selon une approche en 4 critères, hein, savoir si c'est un déterminant qui affectait réellement l'état de santé des populations, était-il susceptible de produire des impacts significatifs, est-ce que l'EIS pouvait apporter quelque chose dont on ne savait pas encore, et est-ce que les données étaient disponibles. Et donc, la combinaison des 3 premiers a déterminé une priorité, et puis ensuite, la disponibilité de données, qui est un facteur clé, a déterminé le fait si un déterminant donné était finalement pris en compte. Donc, il y avait un travail de tri pour savoir sur quoi on allait travailler. Donc, finalement, ce sont ces champs qui ont été retenus, qui sont finalement des champs assez classiques, hein, déclinés sur les communes de l'aire d'étude qui avaient été identifiées préalablement. Et donc, à partir de là, on a réalisé un travail qui mobilise donc, dans les différents thèmes des outils différents. En l'occurrence, on a un certain nombre d'analyses quantitatives. Vous retrouvez ici en bas dans le tableau le fait qu'on ait développé des scénarios, hein, à partir d'un scénario si rien n'était modifié, à un scénario impliquant des modifications progressives, réalisation de l'autoroute avec aménagement favorable, etc. Ce qui ressortait sur ce point, c'est que substantiellement, le taux de mortalité lié à la concentration des polluants ne semblait pas bouger de manière drastique avec la réalisation d'infrastructures. Par contre, il y avait probablement des enjeux par rapport à la requalification de cet axe traversant Strasbourg et qui malheureusement n'était pas donné d'évaluer à cette époque-là. Sur le bruit, on a réalisé un travail similaire en formant des hypothèses, on a également des scénarios, une problématique qui émerge comme étant problématique, certainement en particulier à proximité, et qui surtout questionnait les seuils tels qu'ils sont indiqués dans la législation sur le logement, hein, versus des seuils qui sont retenus par l'OMS comme étant des seuils problématiques, qui mettaient quand même en évidence l'efficacité, la pertinence d'un certain nombre de dispositifs sonores. Hein.
Et l'enquête publique, c'est très intéressant. Hein. L'enquête publique bon, mettait, en général, en évidence des avis défavorables, hein, majoritairement, au projet. Et il est intéressant, on a reclassé un peu tous ces avis en fonction de notre tableau de cadrage. Hein. Et ce qui est en couleur foncée, c'est ce qui correspond exactement à nos hypothèses sous-jacentes. Ce qui est en couleur un peu mat, donc plus clair, cas du vert, c'est là où c'est moins présent. Et puis, il y a un certain nombre de thématiques. Et ce qu'on constate, c'est que notre cadrage, qui est fondé sur les connaissances et sur la littérature, ressortait de manière assez évidente aussi, trouvait son écho dans l'enquête publique qui avait été réalisée, pas spécifiquement pour le IS, hein, qui avait été réalisée pour le projet par lui-même. Et donc, à défaut d'avoir pu réaliser une démarche participative, on a pu, de manière conséquente, s'appuyer sur cette enquête publique, avec des constats qui sont assez communs entre les opposants et les favorables, autour d'une problématique, quels que soient les impacts spécifiques finalement, pas si nécessairement dramatiques de la nouvelle infrastructure, liés au fait qu'il fallait trouver des alternatives à cette autoroute traversante qui est déjà là, en termes de nuisance, et par rapport auxquelles un certain nombre de propositions ont été faites. La solution probablement idéale d'un point de vue de la santé étant la capacité, la possibilité de la transformer dans quelque chose d'autre, hein, style boulevard Haussmann, enfin la possibilité de vraiment réduire de manière drastique la charge de trafic sur cet axe-là. Il y avait un certain nombre d'éléments qui ont émergé aussi sur le développement territorial. Je vais passer. Quelles sont les limites de ces TIS? Bon, le IS, je vous ai parlé du schéma de gouvernance, a subi un peu un portage instable de la part des décideurs, hein, qui était tributaire des tensions politiques locales, c'est-à-dire l'IS a été réalisé, mais il y avait des tensions au niveau politique, et donc le dispositif de gouvernance a été perturbé, donc l'IS n'a pas eu l'accompagnement qu'il aurait dû avoir au niveau, on va dire, des décideurs, et par conséquent aussi, le dispositif d'évaluation a dû s'adapter parce que si l'équipe technique n'a pas pu être présente au niveau des instances locales, comme on l'aurait souhaité. Et un deuxième élément problématique était l'absence d'une planification existante quant au devenir de l'A35. Hein. On aurait dû pouvoir l'intégrer pour avoir quelque chose de complet. Et troisième élément, qui est une caractéristique et une faiblesse, et qui est le talon d'Achille de l'EIS, c'est l'absence d'un dispositif de suivi et évaluation, c'est-à-dire le fait de pouvoir, après coup, hein, évaluer un certain nombre d'impacts et comment les choses changent s'il y a des modifications sont apportées et d'en mesurer l'impact. Et c'est vraisemblablement un problème qui, dans un contexte d'une démarche UFS où on accompagne tout le long le processus et par ailleurs on ne s'intéresse pas nécessairement à quantifier un certain nombre de choses, probablement ne se pose pas. Avant de finir, je vais pas aller sur cette étude de cas, mais comme cette année... Oui, excusez-moi, monsieur, je suis oui, désolé de vous interrompre. Je pense qu'il faudra qu'on arrête je bientôt. clôt là. Oui, Je voulais juste oui, vous parler de ça, parce oui. que ce que j'ai entendu ce matin sur l'évaluation flash, je pense correspond passablement au travail que j'ai réalisé pour le SCOT du Pays Vesoul, Val-de-Saône. Donc, je pense que ce travail a servi pour inspirer le montage de la méthodologie un peu flash. Je vous laisserai découvrir les slides. Et en conclusion, moi, je conclurai que l'EIS reste un outil pertinent pour intégrer la santé dans les politiques d'aménagement du territoire. Ils doivent évidemment composer, mais ce n'est pas une spécificité de l'aménagement du territoire, avec ça, une recherche d'équilibre entre des exigences de méthode, hein, des exigences politiques, hein, où il faut s'adapter aux options méthodologiques, aux priorités politiques, la dimension sociale, hein, est-ce qu'on peut impliquer les citoyens? Et je rajouterais, au mot de ma collègue François Jabot, une problématique financière. Il faut adapter les IS aux disponibilités financières du monde. Tout cela dans un contexte où EIS et UFS sont absolument à considérer comme complémentaires. Et je ne peux que insister dans le sens que mon collègue Quentin a dit ce matin. Je vous remercie.